Donc aujourd'hui, on va faire le cours des filaires et filarioses. Donc les filaires, ce sont des nématodes. Donc quand on dit nématodes, ce sont des vers à corps rond, donc de couleur blanchâtre, tissulaires, donc vivent dans les tissus et transmises par des arthropodes, des insectes. Ces infections sont très répandues dans le monde. Donc voilà, sont très répandues dans le monde. Alors on distingue plusieurs filaires. On a des filaires à pathogénicité majeure et des filaires à pathogénicité mineure. Bien sûr, on va aujourd'hui se concentrer sur les filaires à pathogénicité majeure. Donc on a trois. On a les filaires lymphatiques, on a l'onchocercose et on a l'aloase. Donc on va commencer par les filarioses lymphatiques. Alors quand on dit filariose lymphatique, les filaires ont un tropisme lymphatique, c'est-à-dire vivent dans les vaisseaux lymphatiques. Définition: les filarioses lymphatiques sont des infections parasitaires engendrées par trois espèces de filaires. On a la Wuchereria bancrofti, on a la Brugia malayi et la Brugia timuri. Elles sont transmises par des moustiques et entraînent une lymphopathie filarienne. Ça vient des vaisseaux lymphatiques. Une lymphopathie filarienne connue sous le nom d'éléphantiasis. Parce que les filaires lymphatiques engendrent une déformation des membres. Ça devient gonflé, donc difformé, et ça ressemble à des pattes des éléphants. On va voir des photos donc monstrueuses d'éléphantiasis. Donc cet éléphantiasis, il est dû à l'obstruction des vaisseaux lymphatiques par les vers adultes. Alors dans ce cas-là, les vers adultes s'appellent macrofilaires et les larves sont appelées microfilaires. Donc l'éléphantiasis, il est dû à l'obstruction des vaisseaux lymphatiques par les vers adultes, ou autrement dit macrofilaires, et les petits, c'est les microfilaires. 120 millions de personnes sont infectées dans le monde, 40 millions de malades souffrent de difformités et d'invalidité grave. Épidémiologie, classification, donc l'embranchement des nématelminthes, la classe des nématodes, la classe des vers ronds, la famille des filarides et trois espèces, Wuchereria bancrofti, Wuchereria bancrofti et sa variété pacifica, et on a la Brugia malayi et la Brugia timuri. Donc schéma, donc la morphologie, on va commencer par les vers adultes. Alors généralement les vers adultes, toujours on trouve dans les helminths, les femelles sont plus longues que les mâles. Et généralement les femelles ont une extrémité antérieure arrondie, c'est la même chose pour les mâles aussi, alors que l'extrémité postérieure, ou bien dite aussi caudale, on dit extrémité postérieure ou caudale, donc elle est pointue chez le femelle et elle est recourbée chez le mâle. Et chez le mâle, cette extrémité, elle est munie des organes génitaux, donc les spicules, dites les spicules copulatrices. Donc généralement, c'est des vers à corps rond, ils ont une couleur blanchâtre, les téguments sont soit lisses, soit sont striés finement, ou bien sont finement striés. Alors ça, c'est les grands, c'est les vers adultes, c'est les macrofilaires. Alors en ce qui concerne les microfilaires, voilà. Alors les microfilaires, on a la Wuchereria bancrofti et on a la Brugia malayi. Donc dans l'espèce Wuchereria bancrofti, on a la Wuchereria bancrofti et la Wuchereria bancrofti variété pacifica. Quelle est la différence? La Wuchereria bancrofti a une périodicité nocturne, c'est-à-dire le passage de ces microfilaires vers le sang se fait la nuit. C'est nocturne, alors que sa variété pacifica, sa périodicité est diurne. Le passage des microfilaires se fait le jour. Donc, en ce qui concerne la Wuchereria bancrofti, donc présente une taille d'à peu près 300 microns, c'est-à-dire le 1/3 de 1 mm,
300 microns de long sur 7 microns de diamètre. Alors, ce qui est à l'extérieur, ça c'est une gaine. Alors, c'est une gaine qui recouvre tout le corps de la microfilaire. C'est une gaine. Alors, à l'intérieur, ça, c'est des noyaux. Ce sont de petits noyaux qui sont séparés les unes aux autres, laissant un petit espace céphalique. Voilà le petit espace céphalique. Voilà. Et ces noyaux, donc, sont absents au niveau de l'extrémité caudale, laissant un petit espace aussi caudal. Alors ça, c'est le corps interne qui est situé au niveau de la deuxième partie du corps. Donc la Vishuruya Bancrofti, donc généralement la gaine après la coloration MGG, le Migrant World KMSA prend une couleur violet. Le corps interne, ça, prend une couleur bleue. Voilà, donc ça c'est la Vishuruya Bancrofti. Alors sa variété Pacifica, la même morphologie, la différence, c'est la périodicité qui est diurne. Alors en ce qui concerne la Brugia malayi, donc elle a une taille de 250 à 270 sur 7 microns. Elle est aussi engainée, ça c'est une gaine qui se colore en violet au MGG. Donc à l'intérieur on a de petits noyaux somatiques qui sont serrés les unes aux autres. Alors la première c'est séparer les unes aux autres. La deuxième sont serrées les unes aux autres, laissant un long espace céphalique. Voilà, avec un noyau subterminal et un noyau terminal. Alors, en ce qui concerne le corps interne, il est divisé en 3 parties. Voilà, la périodicité de la Brugia malayi, elle est aussi nocturne, parce que au niveau des vaisseaux lymphatiques, on a les vers adultes, les macrofilaires, et on a les petits, les microfilaires, vivent en continuité au niveau des vaisseaux lymphatiques. C'est pour ça qu'on parle de filariose lymphatique. Seulement, pour la Vishuruya Bancrofti, les petits, les microfilaires, passent la nuit, donc au niveau des vaisseaux sanguins, alors que pour sa variété Pacifica passe le jour au niveau des vaisseaux sanguins, alors que la Brugia malayi, sa périodicité, elle est aussi nocturne, donc les microfilaires circulent en permanence au niveau de la lymphe et la nuit passe au niveau des vaisseaux sanguins. Alors ça, c'est de vraies photos des microfilaires. Donc la coloration violet, donc apparaissent en mauve ou en violet au MGG. La transmission. Alors la transmission des filarioses lymphatiques est assurée par la piqûre de moustiques femelles. Toujours c'est les femelles qui sont des transmetteurs de la maladie. Donc la transmission de filariose lymphatique est assurée par des moustiques. Alors c'est du moustique, on parle des diptères nématocères culicidés, appartenant à la famille des culicidés. Alors diptères, c'est-à-dire en 2 ailes, donc nématocères en 2 antennes. Donc on a plusieurs genres. Donc on a les genres Culex Anopheles. Anopheles, il transmet aussi le paludisme. Donc Anopheles, Aedes, transmettent la vuchururiose. Donc, pour l'espèce Brugia malayi, est transmise par l'Anophèle, Aedes et Monsonia, et les espèces Brugia timori est transmise par les Anophèles. Donc, femelle du genre Aedes, donc gorgée de sang. Le cycle. Donc, on est devant une femelle, regardez, une femelle, soit Anophèle, soit Aedes, soit Culex. Donc, Anophèle, par exemple, donc, a besoin d'un repas sanguin. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, pique un sujet malade. Elle prend, avec son repas sanguin, donc, les microfilaires. Voilà. Ces microfilaires, bon, ils vont passer au niveau de l'estomac du moustique. Donc, à ce niveau, ils se débarrassent de l'organe. Donc, les microfilaires au niveau de l'estomac du moustique se débarrassent de l'organe et puis passent au niveau
du thorax du moustique, donc de l'estomac vers le thorax. Alors à ce niveau-là, donc ces microfilaires dégainés, c'est-à-dire sanguins, donc vont subir une double maturation. D'abord, ils se transforment en microfilaires courts et immobiles, L1, puis la deuxième mue pour devenir des microfilaires longues et mobiles. Enfin, ces microfilaires longues et mobiles vont donner des microfilaires métacycliques infestantes, la L3, qui vont passer des muscles thoraciques vers le labium. Le labium, c'est les glandes salivaires du moustique. Alors, en attendant le prochain repas sanguin. Alors, qu'est-ce qui va se passer lors du prochain repas sanguin? Donc, le moustique injecte avec l'hémolymphe, c'est l'équivalent de la salive chez l'être humain, injecte l'hémolymphe avec lequel il y a les formes métacycliques infestantes qui vont passer au niveau du derme et vont se muer, vont subir deux maturations pour donner des vers adultes, mâles et femelles. Et bien sûr, il y aura la fécondation des femelles par le mâle et la ponte des microfilaires de nouveau. Ces microfilaires, ils restent avec leurs parents d'une façon permanente au niveau des vaisseaux lymphatiques et en fonction de la périodicité, donc passe au niveau de la circulation sanguine. Est-ce que c'est clair? Je répète le cycle rapidement. Alors, on a le vecteur, c'est un arthropode, donc c'est un moustique. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il a faim, il a besoin d'un repas sanguin. Donc, en piquant un sujet malade, prend avec ce repas sanguin les microfilaires. Alors, ces microfilaires, on a dit, sont engainés, passent au niveau de l'estomac, d'abord du moustique, et sous l'effet, bien sûr, des enzymes digestifs, donc il y aura la lyse de la gaine. Et puis, voilà, un microfilaire dégainé. Alors, puis ces microfilaires passent directement vers le thorax, les muscles thoraciques, pour subir d'abord deux maturations, pour donner d'abord des microfilaires courts et immobiles, et puis des microfilaires longues et mobiles, et puis on aura la transformation en forme métacyclique infestante L3, qui vont passer des muscles thoraciques vers le labium, on a dit c'est l'équivalent des glandes salivaires, et de là, ils restent emmagasinés à ce niveau. Lors du prochain repas sanguin, donc ces microfilaires échappent avec l'hémolymphe, qui est l'équivalent de la salive, donc vers le derme, et subir une double maturation, c'est-à-dire deux mues, pour devenir des vers adultes, mâles et femelles. Toujours regardez, les femelles sont plus longues que les mâles dans les helminths. Voilà, il y aura l'accouplement, la fécondation des femelles par le mâle, et les femelles commencent à pondre des microfilaires qui vont circuler en permanence au niveau de la lymphe, au niveau des vaisseaux lymphatiques, et périodiquement au niveau du sang. C'est ça le cycle. Donc cliniquement, l'incubation toujours elle est longue, elle dure des années, ça peut aller de 3 mois jusqu'à 1 an, et elle est toujours asymptomatique. Donc, et puis on a deux phases, la phase aiguë et la phase chronique. La phase aiguë, on a dit que c'est l'atteinte des vaisseaux lymphatiques. Donc, on aura des signes de lymphangite, l'inflammation des vaisseaux lymphatiques. Se manifeste par une fièvre élevée, des adénopathies satulites, des manifestations allergiques, des lymphangites du scrotum ou des membres. Alors, ce qui est important, c'est la phase chronique. On a dit que responsable d'éléphantiasis, c'est la déformation des membres, ce qui est responsable d'une invalidité et d'une incapacité. La phase chronique apparaît après plusieurs années, donc, et se caractérise par un éléphantiasis des membres, des seins ou des organes génitaux, parce que c'est les organes dans lesquels on retrouve plus de vaisseaux lymphatiques. C'est des organes lymphatiques. Donc, voilà, qui correspondent à une augmentation du volume du derme et de l'hypoderme. Pas l'épiderme. Derme et hypoderme, parce que c'est les régions les plus vascularisées. Donc, l'éléphantiasis,
c'est l'infiltration du derme et de l'hypoderme. Voilà, avec des œdèmes parfois monstrueux, des varices lymphatiques et une chylurie. La chylurie, c'est l'élimination du liquide donc lymphatique au niveau des urines. C'est la chylurie, voilà, qui correspond à la présence de la lymphe, voilà, dans les urines, due à l'oblitération des conduits lymphatiques. Voilà, on dirait des pattes des éléphants. Voilà, c'est dû à l'obstruction des vaisseaux lymphatiques. Voilà, un éléphantiasis des seins, parce que c'est un organe qui est très richement vascularisé par les vaisseaux lymphatiques. Voilà, c'est ça. Alors le diagnostic, bien sûr, on doit s'orienter vers le diagnostic et puis on doit le confirmer. Alors l'orientation, elle est basée sur la notion de séjour dans une zone d'endémie et la présence de ces signes cliniques, fièvre, adénopathie, lymphangite, éléphantiasis, et sur l'hyperéosinophilie. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour poser le diagnostic? Bien sûr, on doit prélever le patient. On fait un prélèvement sanguin parce qu'on ne peut pas repérer les vaisseaux lymphatiques. Alors, c'est difficile de repérer les vaisseaux lymphatiques. On va piquer le sujet, on va faire un prélèvement du sang, mais pas à n'importe quel moment. Parce qu'on a dit, on dit que sa périodicité est nocturne, sa périodicité est diurne. C'est pour bien préciser le moment où on est sûr de trouver des microfilaires. Alors, en ce qui concerne les microfilaires à périodicité nocturne, comme la Bichuria bancrofti et la Brugia malayi, donc on fait le prélèvement entre 22 heures jusqu'à 4 heures. Alors, pour les filaires, la Bichuria bancrofti variété pacifica à périodicité diurne, on fait le prélèvement entre 10 heures du matin jusqu'à 18 heures. Voilà, pour être sûr de trouver les microfilaires. Alors, si on dit que c'est difficile, par exemple, il faut que qu'on soit de garde parce que c'est pas des urgences, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une autre possibilité de faire le prélèvement. C'est ce qu'on appelle le test de Masoudi. Qu'est-ce qu'on fait? On va provoquer le passage des microfilaires des vaisseaux lymphatiques vers les vaisseaux sanguins. Comment? En donnant aux patients 100 mg de la dééthylcarbamazine. On va attendre 1 heure de temps. Donc, les microfilaires, ils vont passer vers les vaisseaux sanguins et on fait le prélèvement au patient. Bien sûr, la modalité de l'examen, soit on va faire une goutte de sang entre l'âme et lamelle et on va l'examiner, on va trouver les microfilaires en train de bouger, soit on va confectionner un frottis du sang et on va le colorer au Migrant World Gamesa, le MGG, et on va examiner notre frottis du sang. Il y a une autre méthode de concentration, c'est ce qu'on appelle la leucoconcentration. La leucoconcentration va mélanger 5 ml du sang veineux avec 10 ml du sérum salé isotonique et on va rajouter quelques gouttes de la saponine à 2%. Le rôle de la saponine, il fait éclater les globules rouges pour que la lecture soit visible et facile. On examine le culot après une centrifugation à 2000 tours pendant 10 minutes. On va jeter le surnageant et on va prendre le culot. D'accord. Donc, si les microfilaires sont absentes, une biopsie ganglionnaire pour la recherche des vers adultes est envisagée. Le diagnostic indirect, c'est-à-dire sérologique, il repose sur plusieurs techniques, comme la technique ELISA, comme les immunoélectrophorèses et l'électrocinérase à la recherche des anticorps. Alors, pour le traitement, il y a une seule molécule, c'est la dééthylcarbamazine, ou ce qu'on appelle, le nom commercial, c'est la notésine. Alors, il ne faut pas donner la notésine d'emblée. La dose de charge, c'est 4 comprimés par jour. Mais on ne va pas donner 4 comprimés par jour d'emblée. On va commencer par le 1/10 de la dose et on va augmenter progressivement jusqu'à ce qu'on arrive à la dose maximale, qui est 4 comprimés. Pourquoi? Parce que si on donne la dose maximale, on va détruire en bolus les microfilaires, les vers adultes. Donc, ça va entraîner une libération excessive des antigènes et ça va provoquer
la défaillance immunitaire et le choc anaphylactique. Donc, il faut commencer par des doses dégressives et rajouter des corticoïdes et des antihistaminiques pour faire diminuer les réactions donc anaphylactiques. Donc, dans la durée du traitement, c'est 21 jours, mais on peut réaliser plusieurs cures, la secondaire, de 10 jours à 15 jours d'intervalle après la première cure. Alors pour la prophylaxie, bien sûr, c'est une lutte contre ce vecteur qui transmet la maladie. Je dis toujours, c'est les femelles, pas les mâles. C'est les femelles qui transmettent les filaires lymphatiques. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'aménagement de l'environnement pour supprimer les gîtes de ponte. Deuxièmement, traiter chimiquement par l'utilisation, bien sûr, des insecticides solubles, biologiquement par l'ensemencement des eaux avec des prédateurs de moustiques tels que les poissons larvivores. C'est des poissons qui se nourrissent de ces arthropodes, de ces moustiques ou bien de ces larves. La moustiquaire, aussi, c'est un moyen qui permet de prévenir la piqûre de ces moustiques, mais il faut l'imprégner d'insecticides. Donc, les moustiquaires doivent être imprégnés d'insecticides rémanents tels que les péritrinoïdes. L'application régulière d'insecticides rémanents sur les murs des habitations, la pose de grillages fins aux ouvertures empêche la pénétration des moustiques à l'intérieur des habitations. Alors, c'est ce qu'on fait pour la lutte contre les moustiques domestiques. Donc, il faut des moustiquaires. Il faut imprégner d'insecticides. Il faut aussi porter des vêtements à manches longues pour éviter les piqûres des moustiques. Et il faut donc la pulvérisation des insecticides comme la péritrinoïde sur les murs, donc pour lutter contre ces vecteurs. Il est recommandé aussi de porter des vêtements à manches longues et d'appliquer des répulsifs sur les parties découvertes du corps ou sur les vêtements. Deuxième, alors, donc on passe à la deuxième filariose. Aussi, elle est très simple que la première, c'est la louase. La louase est due à une filaire loua. Voilà, définition. Alors, les filarioses lymphatiques sont lymphatiques, donc c'est les vaisseaux lymphatiques. La louase, on dit, elle est cutanéodermique. Donc, c'est une infection parasitaire strictement africaine, cutanéodermique. C'est-à-dire, les vers adultes et les microfilaires vivent au niveau de tissu cutané. Et puis, en fonction de la périodicité qui est généralement diurne, le jour, les microfilaires passent au niveau du sang. Donc, filariose lymphatique, les vers adultes et les microfilaires sont au niveau des vaisseaux lymphatiques et en fonction de la périodicité passent au niveau du sang. La louase, les adultes et les microfilaires sont au niveau du tissu cutanéodermique et la périodicité, elle est diurne, donc le jour passe au niveau des vaisseaux sanguins. Les microfilaires ont une périodicité diurne. Environ 13 millions de personnes sont infectées dans les pays bordés de golfe de Guinée, spécialement en forêt tropicale. Donc les adultes sont de couleur blanche, à corps bosselé, voilà. Toujours les femelles ont une extrémité pointue postérieure et les mâles, ils ont une extrémité postérieure qui est recourbée en crosse et munie de spécules copulateurs. Alors pour les petits, les microfilaires, donc ce sont des microfilaires aussi engainés. Voilà, toujours il y a une gaine, mais cette gaine, elle prend mal la coloration MGG. Elle prend mal la coloration MGG. De même, le corps interne. Donc, de même que le corps interne. Donc, le corps interne aussi, il prend mal la coloration MGG. On ne le voit pas. La gaine, à peine, elle prend mal la couleur MGG. Alors, la taille, elle est de 250 à 300 microns. Extrémité toujours, c'est arrondi, antérieure. L'extrémité postérieure, elle est pointue. Donc, les noyaux sont
alors on a des noyaux qui occupent presque tout le corps, voilà, en laissant un long espace céphalique antérieur et occupent toute l'extrémité postérieure. Il n'y a pas un vide, il n'y a pas un espace au niveau de l'extrémité postérieure. Voilà. Les noyaux sont gros, ovoïdes, se chevauchent, laissant un espace céphalique antérieur. Il n'y a pas un vide postérieur. Voilà. Les zones d'endémie, Nigeria, Cameroun, le Gabon, la Congo, le Zaïre, l'Angola, la Guinée équatoriale, le Centrafrique, c'est les régions tropicales, chaudes et humides. Voilà, la transmission se fait par le chrysops. Voilà, le chrysops. Voilà. Donc, la transmission de la loise est assurée par la piqûre de chrysops. Et toujours, c'est la femelle, hein, la femelle infectée. Voilà, le vecteur diptère forestier, seule la femelle est hématophage et la piqûre, elle est diurne, c'est-à-dire le jour. Le cycle, chrysops a faim, donc a besoin d'un repas sanguin, puis qu'un sujet malade, alors prend avec son repas sanguin les microfilaires engainés, donc passe au niveau de l'estomac, se débarrasse de l'organe, et puis, de l'estomac, voilà, passe au niveau des muscles thoraciques, c'est à peu près le même cycle. Donc, passe au niveau des muscles thoraciques en subissant deux mues, donc à l'issue desquelles on aura la formation d'un microfilaire petit, immobile, et puis un microfilaire long et mobile. Ce dernier va subir aussi une dernière mue pour devenir des microfilaires métacycliques infestantes qui migrent vers le labium et restent emmagasinés à ce niveau. Lors du prochain repas sanguin, ces microfilaires échappent avec l'hémolymphe au niveau de tissu cutané. À ce niveau-là, donc, ces microfilaires métacycliques infestants subissent deux mues pour devenir des vers adultes où il y aura l'accouplement entre le mâle et la femelle qui va pondre les microfilaires qui passent le jour au niveau des vaisseaux sanguins. Reste donc durant la nuit au niveau de tissu cutanéo-dermique et le jour passe au niveau du sang. Donc c'est à peu près le même cycle. La différence, c'est la localisation des vers adultes et des microfilaires. Voilà. Cliniquement, toujours une incubation de 6 à 18 mois. Elle est longue, asymptomatique, elle est silencieuse, donc s'accompagne d'une hyperéosinophilie. Et puis, on a l'installation de la phase d'état qui est marquée par un signe typique de la loise qui est l'œdème de Calabar. Voilà. C'est un œdème, c'est une infiltration, c'est au niveau du visage et au niveau des membres supérieurs. C'est un œdème qui est éphémère, c'est-à-dire il ne dure pas plus de 24 heures. Il est éphémère, il est migrateur, donc il change de localisation, il est dur, il est érythémateux et il est prurigineux. Donc c'est un œdème qui est érythémateux, qui est prurigineux, qui est dur, qui est éphémère. Voilà, siège au niveau du visage surtout et au niveau des membres supérieurs. Voilà. La reptation du ver sous la peau entraîne un prurite avec un fourmillement et un abcès en cas de mort du ver. Voilà, c'est un ver qui se localise au niveau de la région sous-axillaire. Il bouge, voilà, il est vivant. Ça peut même passer et migrer au niveau de la conjonctive des yeux. Voilà. Le passage du ver adulte sous la conjonctive provoque une photophobie avec des larmoiements et une gêne de la vision. Et le traitement dans ce cas-là, le chirurgien, il fait l'extirpation de ver adulte, de la microfilaire. Voilà. Complications, la loise peut entraîner des complications neurologiques à type d'hémiplégie, des encéphalites, cardiaques comme insuffisance cardiaque, endocardite,
et rénale à type de protéinurie. Le diagnostic, il est le même. Le signe d'orientation, c'est l'œdème de Calabar, la notion de séjour en zone d'endémie et l'hyperéosinophilie. Le diagnostic de certitude, vous allez ponctionner le sang. Vous allez faire un prélèvement du sang en respectant la périodicité. Donc, qui est entre 11h et 13h, c'est le jour. La périodicité du urine. Vous faites un examen direct entre l'âme et la mêle pour visualiser la mobilité des microfilaires. Sinon, vous confectionnez des frottis et vous les colorez. Vous pouvez réaliser aussi la technique de leucoconcentration. Vous pouvez même faire la technique ou bien le test de Masotti pour stimuler les microfilaires de passer vers le sang. Alors, la mise en évidence de la macrofilaire, les vers adultes, dans la peau se fait lors de son repérage sous les téguments. Par exemple, une migration sous-axillaire, on va repérer le ver adulte et on va essayer de faire une extraction par un vaccinostyle, par une pince, voilà, les téguments ou lors de son cheminement sous-conjonctival. Son extraction se fait à l'aide d'un vaccinostyle, d'une pince fine ou après scarification, c'est-à-dire un grattage de la lésion. Le diagnostic indirect repose sur la recherche des anticorps par différentes techniques, ELISA, immunoélectrophorèse ou électrocinérase. Le traitement, la même molécule, c'est la dééthylcarbamazine. Le traitement par la notésine doit débuter toujours avec des doses minimes, donc et croissantes, afin d'éviter le risque d'encéphalite filarienne, thérapeutique, parfois mortelle, et la dissémination des toxines. Il faut associer des antihistaminiques et des corticoïdes pour faire diminuer les réactions inflammatoires. Le risque de réaction allergique est important si la microfilarémie dépasse 50 microfilaires par millimètre cube du sang. Certains préfèrent un traitement préalable par l'ivermectine, le mectisant. C'est une autre alternative thérapeutique. Donc, vous avez le choix entre la notésine et entre l'ivermectine. La prophylaxie contre les chrysops n'est pas facile comme celle contre les culicidés. Donc, la prophylaxie consiste à éviter la piqûre du taon par le port de vêtements blancs, car la lutte contre ces insectes est difficile et les insecticides sont souvent inefficaces. Alors, on dit le taon, ou on dit chrysops, c'est la même chose. Taon, chrysops. En zone d'endémie, il peut être conseillé de prendre un demi-comprimé 2 fois par semaine de notésine. Enfin, on va terminer par l'onchocercose. Alors, l'onchocercose aussi, c'est une filariose due. Alors, l'onchocercose, c'est la 3e filariose. Elle est due à l'onchocerca volvulus. Onchocerca volvulus. Définition. Alors, l'onchocercose, c'est la 2e cause de cécité dans le monde, après le trachome. C'est la 2e cause de cécité dans le monde, après le trachome. Donc, c'est une infection due à l'onchocerca volvulus, transmise par des insectes du complexe Simulium damnosum. Donc, elle concerne environ 30 millions de personnes en Afrique occidentale, en Amérique latine, au Yémen, et représente la 2e cause de cécité infectieuse dans le monde après le trachome. Donc, les filaires adultes vivent dans le derme. Alors, elle est cutanéo-dermique, il n'y a pas un passage dans le sang. L'onchocerca volvulus, soit les vers adultes, les microfilaires, vivent en permanence au niveau cutané, il n'y aura pas un passage au niveau du sang. Voilà, donc elles sont caractérisées par la formation de nodules sous-cutanés appelés onchocercomes. Les onchocercomes, c'est comme des pseudotumeurs, onchocercomes. La femelle mesure 300 à 500 mm de long, le mâle mesure 30 à 50 mm de long, toujours les femelles sont plus longues que les mâles, et sont caractérisées par une extrémité postérieure qui est enroulée. Sont caractérisées par une extrémité postérieure qui est enroulée. La longévité de ces parasites, alors de ces filaires, ça peut aller que ce soit lymphatique, l'oise, onchocerca, ça peut aller jusqu'à 10 à 15 ans dans le corps humain.
10 à 15 ans dans le corps humain. Donc, microfilaire de l'Onchocerca volvulus, d'abord, la première caractéristique, elle est non engainée. Il n'y a pas de gaine. Il n'y a pas de gaine. Donc, possède une extrémité toujours. Vous trouvez une extrémité antérieure arrondie, postérieure, elle est effilée, la gaine, elle est absente. Le corps interne n'est pas coloré au NGG et les noyaux sont gros, allongés, se chevauchent, c'est-à-dire se chevauchent, laissent donc des espaces avec un dernier noyau allongé situé à 10 à 15 microns à l'extrémité. Donc si on prend l'extrémité postérieure, on va trouver un petit noyau, voilà, de 10 à 15 microns de l'extrémité caudale. La transmission, c'est on dirait des mouches. D'ailleurs, on les appelle mouches noires. Donc, la transmission de l'onchocercose est assurée par la piqûre des simuli. Alors, je peux dire simuli, complexe simulium damnosum, c'est la même chose. Donc, il libère les microfilaires dans le derme. Alors, de 1 à 3 mm, trapus, simulant à un moucheron noir, black fly. Donc, on peut dire que la transmission des onchocercoses s'effectue par simuli, par moucheron noir, par le black fly. Tout ça, c'est des synonymes. Voilà, ça c'est les larves. Ça c'est les larves. Les œufs et les vers adultes. La répartition géographique, on a dit foyer africain, Mali, Côte d'Ivoire, les régions tropicales, les foyers américains, Amérique centrale et du Sud, les foyers asiatiques, surtout le Yémen. Le cycle évolutif est le même. Donc, c'est simili. Donc, lorsqu'elle pique le sujet malade, va prendre les microfilaires du derme. Ces microfilaires ne sont pas engainés, donc passent au niveau de l'estomac sans subir de modifications et de l'estomac vont passer au niveau des muscles thoraciques à ce niveau-là. Donc, ces microfilaires subissent les deux mues à l'issue desquels on aura la formation de microfilaires courts et immobiles et puis longues et mobiles et puis une troisième mue pour donner des microfilaires métacycliques infestantes qui vont passer au niveau du labium, des simuli et restent à ce niveau-là. Lors du prochain piqûre des simuli, donc, il y aura un passage des microfilaires avec l'hémolymphe au niveau du tissu sous-cutané où ils vont rester à ce niveau-là. Les microfilaires métacycliques infestants subissent de mues pour donner des vers adultes mâles et femelles. Voilà. Et puis, la femelle pond les microfilaires qui restent au niveau cutané. Il n'y a pas un passage au niveau du sang. Cliniquement, l'incubation toujours elle est silencieuse, elle est longue, ça peut aller jusqu'à 6 mois, marquée seulement par une légère hyperéosinophilie. Donc la phase d'étape donc se manifeste par la présence des onchocercomes. Ce sont des nodules onchocerciens indolores disséminés au niveau du corps. Ça c'est les nodules onchocerciens. Voilà. Un prurite au niveau des fesses, au niveau des membres inférieurs, des lésions oculaires qui se manifestent après 10 à 15 ans d'évolution et sont dues à l'accumulation de ces microfilaires dans les yeux. Elle entraîne une cécité totale. D'autres manifestations cutanées sont observées en Afrique, notamment la gale filarienne, c'est le prurite généralisé, la gale filarienne. À un stade tardif, on va constater des lésions dépigmentées, surtout au niveau des membres inférieurs, bien sûr bien visibles chez les sujets noirs, où on va retrouver des plaques dépigmentées. Et voilà, des plaques dépigmentées, ça donne la dénomination de la peau de léopard. La peau de léopard. Voilà. Atrophie cutanée avec perte d'élasticité de la peau ressemble à du papier de soie, l'aspect de peau de lézard, parce que la peau va perdre son élasticité, devient sèche et ça donne l'aspect de peau de
lézard. Le diagnostic, alors dans ce cas-là, il n'y a pas un prélèvement du sang. On va prendre ces nodules et on va essayer de faire un prélèvement cutané. Soit on va prélever tout le nodule et on va réaliser des coupes histologiques. Alors soit on va repérer les vers et on va essayer de faire un prélèvement cutané. Donc le diagnostic de certitude repose sur la mise en évidence des microfilaires dans le derme par une biopsie cutanée exsangue. C'est-à-dire c'est une biopsie sans faire saigner le patient. Donc on va prélever des lambeaux de peau, on va les incuber dans du sérum physiologique, on va les laisser pendant 1 heure de temps. Qu'est-ce qu'il va se passer? Les microfilaires sortent des lambeaux de peau vers le liquide. Puis je prends ce liquide, je vais le centrifuger, je jette le surnageant et je vais laisser le culot. Donc, il doit être riche en microfilaires. C'est ça la biopsie cutanée exsangue. L'analyse histologique des oncocytes permet de voir les macrofilaires adultes. L'examen ophtalmologique permet d'observer les microfilaires dans la chambre antérieure de l'œil. Et le diagnostic sérologique, qui est basé sur la recherche des anticorps par les différentes techniques ELISA, immunoélectrophorèse et électrocinérase. Mais généralement, le diagnostic direct, ça suffit largement pour poser le diagnostic. Le traitement, l'anotésine, donc doit débuter avec des doses minimes et croissantes afin d'éviter les réactions allergiques. Les antihistaminiques et les corticoïdes sont conseillés pendant la progression des doses. L'ablation chirurgicale des nodules, ça permet à la fois le diagnostic et de diminuer la charge parasitaire parce que ces nodules sont très riches en filaires. Enfin, la prophylaxie repose sur la lutte contre les stimuli par l'utilisation d'insecticides et de moustiquaires, toujours imprégnés d'insecticides, par le port de vêtements protecteurs et par le dépistage et le traitement des malades.